Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. 8h35, c'est l'heure du grand débrief sur Sud Radio avec nos chroniqueurs. Éric Revel qui est là. Rebonjour Éric. Bonjour Benjamin. Avec également Elisabeth Lévy. Rebonjour Elisabeth. Bonjour Benjamin. Alors on va commencer par ce sondage, mon cher Éric Revel. Lequel Vous m'avez fait peur tout à l'heure. Je vous ai fait peur. On se dit tout, on parle vrai. Oui, je vous ai balancé un sondage fictif sur des bêtises. Là, sujet très sérieux, ça concerne Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, selon le baromètre Figaro Magazine, sa cote de confiance qui est tombée à 11%. Il a perdu 5 points. En un mois, c'est assez vertigineux comme chute, ça, Eric. C'est à l'image de l'action du président de la République, quel que soit le domaine de son action. Pardonnez-moi. Il est ailleurs puisqu'il est souvent en voyage et il traite des grandes questions de ce monde. Mais en fait, personne n'attend malheureusement la France sur tous les sujets géopolitiques du moment. Il est extrêmement impopulaire en France parce qu'évidemment, l'anxiété des Français qui est liée à la dissolution, il en est le grand maître d'œuvre. Donc en fait, de n'importe quel endroit d'où l'on se tourne, pardonnez-moi, vous allez me trouver un peu sévère, mais c'est un échec total. Les fiascos s'accumulent. Donc il est à 11% de cote de popularité. Je crois qu'il est même en dessous de François Hollande. Non, maintenant. Je crois qu'il est à égalité. Ça y est, à égalité, il a atteint le plafond. Et il reste encore 1 an et demi. Donc peut-être qu'il va terminer négatif. Non, c'est possible. C'est dramatique, mais c'est malheureusement tout à fait logique. Elisabeth, ça vous surprend? Non. Non, je dois dire ça m'accable surtout parce que c'est quand même un problème. Qu'il n'y ait plus la moindre légitimité du pouvoir exécutif. C'est vraiment un facteur, de d'élitement. Je dois dire, moi, je faisais partie des gens qui pensent qu'il faut tenir jusqu'à la présidentielle, mais est-ce que ça remet en cause votre conviction? Parce que vous dites, voilà, Emmanuel Macron a été élu, il doit aller au bout de son mandat. Est-ce que ça remet en cause un petit peu cette conviction que vous aviez? Je vais pas vous mentir, je n'ai aucune certitude, mais en tous les cas, ça m'ébranle un peu, je dois dire, parce que je sais pas très bien comment on peut tenir jusque-là. Si vous voulez, le système politique doit produire de la légitimité, c'est-à-dire ensuite du consentement aux décisions qui sont prises, à payer les impôts, etc., etc. Donc, 11% de popularité, ça veut dire que vous avez 90% des gens qui ne considèrent plus Emmanuel Macron comme légitime. Ça m'affole. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux tenir jusqu'à 2027, mais la réalité, c'est que je me demande si ce sera possible. Oui, effectivement, en tout cas, ça vous fait réagir. 0826 300. Vous nous appelez, Elisabeth, pour conclure sur ce sondage. Non, juste une chose, parce qu'il y a un élément qui est spécifique, en plus, qui est la haine absolument folle que suscite Emmanuel Macron. On en a déjà parlé. Et si vous voulez, il y a quand même un vent mauvais, je trouve. Voilà, maintenant on n'a plus d'adversaires dans le champ politique, on a des ennemis. Le climat, je trouve, est très. On verra d'ailleurs j'ai entendu Laurent Lavalette, ce qui se passera à la niche du RN, mais tout de même, je trouve qu'il y a un climat qui me glace un peu. Un climat qui vous inquiète. Je ne sais pas si vous inquiète aussi, Éric, ce climat qu'on a actuellement au niveau politique. Que la légitimité du pouvoir, quelles que soient les réformes qu'on veut faire passer, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est tellement entamée, si vous voulez, qu'on peut se demander dans quelle mesure les Françaises et les Français vont rester tranquilles, vont considérer qu'on peut continuer comme ça avec Emmanuel Macron pendant encore 1 an et demi. Moi, je partage le point d'Elisabeth. Je vais vous dire, autant démissionner sur un référendum, si tant est qu'il puisse en proposer un, me semblerait presque légitime, mais démissionner à blanc, c'est-à-dire démissionner en disant je démissionne parce que c'est le boxon intégral à l'Assemblée nationale, on n'arrive pas à mettre en place un budget, donc je pars, ce serait créer une jurisprudence, à mon avis, absolument dramatique dans la Ve République. C'est-à-dire qu'ensuite, celui qui serait élu, si on a une Assemblée nationale derrière qui est de nouveau tripartite, de la même manière, les opposants le pousseraient à démissionner. Donc en fait, ça serait la fin de la Ve République. Donc attention, c'est de la dynamite. Et même s'il termine à 9% ou à 8% de cote de popularité, s'il devait partir, ce serait un vrai sujet global pour l'ensemble de nos institutions. Donc c'est à manier comme la dynamite avec précaution. Beaucoup de choses, oui, effectivement, de nos institutions.
je peux ajouter un mot, c'est trop tard? Non, bien sûr, Elisabeth. Non, allez-y. Ouais. non, ce que je voulais dire, c'est d'où l'importance que le calendrier électoral se tienne dans le bon ordre. Parce que il me semble tout de même qu'après une présidentielle, j'espère qu'on sera assez cohérent si une fois qu'on aura élu un président ou une présidente, pour lui donner une majorité. Au moins relative, mais enfin lui donner les moyens de gouverner, parce que... Alors là, on était dans un cas un peu particulier. Emmanuel Macron qui remporte la présidentielle, qui rempile. Forcément, on est dans un cas particulier. C'est voilà quoi. C'est pas toujours. Enfin, on verra comment ça se passe par la suite. Mais bon, c'est un cas quand même un peu particulier. Non, mais Eric a raison de dire que si vous voulez, le problème, c'est que effectivement. Si en quelque sorte Emmanuel Macron est acculé à la démission, c'est fini pour la cinquième effectivement, et la présidence de la République, parce que le prochain, les gens se diront ah bah non, il nous plaît plus finalement, on l'a élu il y a 3 ans mais on en a déjà marre, et ça, enfin vous voyez, ça c'est bien sûr, c'est sans fin. Donc Elisabeth, vous avez parlé il y a quelques instants de la niche parlementaire du RN, parce que oui, du côté de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est pause sur le budget avec un certain nombre de textes qui vont être proposés, soumis au vote par le RN, et notamment on a cette résolution qui vise à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Ça avait créé un statut unique pour les Algériens en matière de séjour, d'emploi, de protection sociale également. Ça, c'est un moment que vous attendiez en particulier, Elisabeth, c'est un moment important. Écoutez, déjà, on va voir ce que valent les belles proclamations, parce que maintenant, là, oublions même tout le reste, qui justifierait largement qu'on mette fin à ces accords. Les OQTF, enfin bon, tout, je vous fais pas le tableau. Là, il y a Boualem Sansal. Et je vous disais ce matin, on aurait un Trump à la tête de la France, c'est pas ce que je souhaite forcément, mais on aurait un Trump à la tête de la France, Boualem Sansal serait plus en prison. Donc, je pense que c'est le minimum de dénoncer cet accord. Je pense qu'on devrait aller plus loin. Et maintenant, si vous voulez, durcir chaque jour tant qu'il n'est pas rentré, quoi. Non, je sais pas qu'en pense Eric. Eric, oui, d'ailleurs, on peut s'interroger alors sur, j'allais dire, la mollesse du pouvoir français face à nos 2 otages qui sont dans les geôles algériennes. Moi, ça me pose une question. Alors, vous avez raison de faire la comparaison avec Donald Trump. Bon, mais enfin, n'est pas le personnage le plus puissant du monde qui veut. Mais surtout, Boualem Sansal est toujours en prison, doit être au 350e jour pour lui. 349, pardonnez-moi. Et on a l'impression que le pouvoir, alors, ne fait pas grand-chose. Alors, on nous a pendant des mois, on nous a baladé en nous disant il y a une diplomatie souterraine, ne brusquez pas les choses. Mais en fait, on s'aperçoit que si on tape pas du poing sur la table, si on ne suspend pas certains accords, même si je sais que l'accord de 68, s'il était suspendu, ce serait l'accord de 62 qui rentrerait, qui serait activé. Donc, ce serait apparemment pire pour le flux migratoire en provenance de l'Algérie. Mais en tout cas, on donne l'impression que ce soit le ministre des Affaires étrangères, dont décidément les affaires lui sont très étrangères, notamment celle de Boualem Sansal, que ce soit le président de la République, on n'a pas du tout l'impression qu'on se bat pour libérer nos 2 concitoyens qui sont arbitrairement dans les geôles de Tebboune. Et c'est ça le vrai sujet. Vous dites à raison qu'on n'est pas l'Amérique, d'accord, mais s'agissant de l'Algérie, la France a malgré tout un certain poids, parce que si vous interdisez aux Algériens de traverser la Méditerranée pour venir en France, comme ils le font de façon, c'est un flux permanent de voyage, c'est pas forcément des gens qui restent évidemment. Si vous interdisez ça, là, vous allez avoir véritablement, ça va peser sur des gens. Vous pouvez pas vous pouvez pas espérer des résultats avec des choses indolores. Ça, c'est pas possible. Et la deuxième chose, moi, qui me dégoûte, franchement, c'est la réaction de la gauche. Les oui, mais quand même, regardez ce qu'ils pensent. Quand Jordan Bardella a demandé au Parlement européen que le prix Sakharov soit décerné à Boualem Sansal, son éditeur Claude Gallimard est venu s'affoler derrière les micros en disant mais non, comment nous ne sommes pas, Boualem Sansal n'est pas d'extrême droite. Enfin, tout ça est dégoûtant, franchement.
Elisabeth Lévy, Éric Revel, on reste ensemble dans un instant. Tenez, autre question. Faut-il rétablir le délit de séjour irrégulier? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça changerait véritablement quelque chose? On verra cela au 0826 300 300, notamment Sylvain qui est avec nous. Et puis si vous voulez réagir, vous aussi composez le 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. 8h48 sur Sud Radio, toujours avec Éric Revel, Elisabeth Lévy. Dans quelques instants, on va parler de Donald Trump qui ordonne la reprise des essais nucléaires. C'est particulièrement inquiétant. On va en parler dans quelques instants. 0826 300 300. Mais d'abord, d'un mot sur cette question du rétablissement du délit de séjour irrégulier. C'est ce que propose le RN aujourd'hui dans sa niche parlementaire. Est-ce qu'il faut rétablir un tel délit? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça changerait vraiment la donne? On est avec Sylvain qui est avec nous, 0826 300 300. Bonjour Sylvain. Bonjour Sud Radio, bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue Sylvain. Vous êtes favorable au rétablissement de ce délit de séjour irrégulier. Pourquoi? Expliquez-nous. Parce que, de toute façon, on voit très bien, et les événements jour après jour nous le confirment avec le musée du Louvre. On a un réel problème avec l'Algérie. Et ce dont on a peur, ce dont nos gouvernements ont peur, finalement, c'est d'être taxés de racistes. Or, effectivement, je reprends ce que disait Elisabeth Lévy à propos de Donald Trump. Avec Donald Trump, ce serait réglé par 1 ou 2 décrets, et puis voilà. Et or, la France n'arrive pas à résoudre ce genre de problème. Elle n'arrive pas. Elisabeth, pour réagir à ce que dit Sylvain à propos du délit de séjour pour ajouter irrégulier. À ce que dit Sylvain, qui a tout à fait raison sur la peur, si vous voulez, d'être mal vu dans les dîners en ville. Il faut ajouter une chose, c'est l'absurdité. C'est-à-dire, vous faites une loi. Cette loi dit que pour entrer en France, il y a certaines conditions, et notamment d'y avoir été autorisé par la France. Ça paraît être la base, normalement, quand on a des frontières et qu'on est un pays qui se respecte. Et vous faites donc des tas, une loi, pas une loi, des millions de lois, de décrets, de textes. Et après, vous dites, finalement, c'est pas grave. Si vous ne respectez pas cette loi, c'est pas bien, mais c'est pas grave. La loi existe, mais quand vous ne la respectez pas, ça n'est pas un délit. Donc c'est complètement idiot, si vous voulez, en plus d'être criminel du point de vue de notre pays, à mon avis, c'est stupide. Bon, ce délit, en tout cas de séjour irrégulier, il avait été jugé non conforme au droit européen, je le rappelle, mais la très Cour bien, de justice de l'Union européenne. Mais c'est important d'avoir aussi cette information-là. Oui, bien sûr, le machin des droits de l'homme. Allez, oui. Bob. Mais je vais vous dire, dès l'instant, il y va Bob, mais dès l'instant où ça s'appelle délit de séjour irrégulier, vous êtes d'accord, Benjamin? Délit. S'il y a un délit, pardonnez-moi, c'est que c'est pas dans la loi. Donc, si vous êtes en situation irrégulière dans un pays et que ça constitue un délit, je vois même pas pourquoi on a suspendu. Alors, vous me dites, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que très bien. Mais vous savez, il y a des pays qui s'affranchissent de la Cour de justice des droits de l'homme. Là, en fait, on tue notre souveraineté. Si vous êtes en situation régulière, Benjamin, dans un pays, tiens, Elisabeth, prenez le cas des États-Unis. Si Trump était français, peut-être que Boualem Sansal aurait été libéré. Mais si vous êtes aux États-Unis, que vous faites choper, alors que vous n'avez pas de visa, ou pour travailler, ou vous n'avez pas d'ESTA pour être sur le territoire, je peux vous dire que droit de l'homme ou pas, on vous fout dans un avion et vous retournez d'où vous venez. Justement, j'aimerais qu'on mais le parle problème, d'un mot. juste un mot, rapidement, c'est parce que en j'aimerais fait, qu'on parle pour de tous ces Donald gens, Trump, la France est un droit de l'homme. Voilà, c'est tout. Donc, vous n'avez rien à dire, vous avez juste à ouvrir et à dire merci. Un mot rapidement sur Donald Trump, quand même, c'est assez lourd ce qu'il a annoncé. Vous savez, il rencontrait Xi Jinping, le chef d'État chinois, cette nuit. Il a dit quelque chose en réaction aux essais, vous savez, avec ce drone sous-marin à capacité nucléaire de Vladimir Poutine pour la Russie. Il a ordonné, il a dit, la reprise des essais nucléaires pour les États-Unis. Ça vous fait réagir, Éric Revel? Oui, inquiétude. Forcément, inquiétude. C'est la course aux armes nucléaires qui reprend. Les menaces, les gesticulations de Vladimir Poutine. Alors certains vous disent, l'économie russe est sur le point de s'effondrer, donc il gesticule pour essayer. Mais en réalité, c'est la réponse de Donald Trump, elle est tout à fait logique. Vous avez une menace avec une nouvelle arme russe nucléaire portée par un drone.
vous êtes président des États-Unis. Je crois que les derniers essais nucléaires aux États-Unis, c'était 1990 ou quelque chose comme ça. Bon, ben voilà, il réactive la possibilité de répondre à une menace nucléaire par une autre. Mais évidemment, c'est très, très, très anxiogène parce que la course aux armes nucléaires, même si nous, on a une arme de nucléaire qui est dissuasive, bah oui, on est rentré de nouveau dans cet engrenage. Donc vous avez raison, c'est quand même très inquiétant. Elisabeth, avant d'accueillir Frédéric Brindel. Alors là-dessus, je m'en remets Eric. Attendons qu'on passe au-delà du stade des déclarations, parce que vous savez aussi, Donald Trump annonce parfois des choses qu'il ne fait pas. C'est pas toujours clair. Bien sûr. Mais le raisonnement d'Eric me semble implacable. Cela dit, ce qui m'inquiète tout autant aujourd'hui, c'est, si ça se poursuit également, c'est les grands mamours entre Trump et comme le président chinois. Xi Jinping, oui, ça s'est très bien passé. Je dois dire, c'est quelque chose me dit que les Européens vont être les cocus de cette affaire. Mais comme souvent, j'ai l'impression, comme souvent, ma chère Elisabeth. Comme vous avez parfaitement raison. Benjamin, on ne devrait même pas en rire. Ben oui, c'est malheureux, mais bon, que voulez-vous. Frédéric Brindel nous a rejoint. Retour en France avec vous. Frédéric, on revient sur les révélations du Canard enchaîné à propos de l'altercation survenue la semaine dernière dans un restaurant huppé de Nice. En cause, Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, et le maire de la ville, Christian Estrosi. L'affaire remonte déjà à cette interview accordée par le ténor du barreau. C'était sur BFM le 8 octobre dernier. C'est le pire courtisan que j'ai jamais rencontré. Il a courtisé tout le monde, hein, dans l'ordre. Jacques Médecin, puis Perra, puis Le Pen, ce qu'il a oublié aujourd'hui. Le Pen aujourd'hui, bon. Et puis Sarkozy, et puis Macron. Alors là, Macron, c'était... Et puis d'un coup d'un seul, eh ben, il s'aligne sur Édouard Philippe. Et il dit le président doit démissionner. Alors, que s'est-il passé mercredi 22 octobre dernier? Le maire de Nice se serait invité à la table de l'ancien ministre et aurait déclaré bruyamment, je cite, « Ici, je suis avec de vrais amis ». Réponse, « Toi, t'es surtout un courtisan permanent », lui a répondu Éric Dupond-Moretti. La suite est relatée sur le site du journal La Dépêche avec les détails. Des remarques désobligeantes ont été échangées par les deux hommes. Espèce d'intermittent du spectacle de la part d'Estrosi, réponse de Dupond-Moretti, et toi, pas un intermittent de la connerie. Très remonté, l'élu niçois est même allé jusqu'à menacer l'ancien avocat. Je vais t'en coller une. En quittant les lieux, après une proposition de bagarre dans la rue par l'ancien ministre, il lui aurait lancé une dernière pique, tu seras bientôt au QTF à Nice. Voilà, donc le journal Nice Matin, sur les lieux, a contacté Éric Dupond-Moretti, qui ne dément pas l'article du Canard enchaîné. Il déclare « Quand vous vous engueulez avec des gens, vous faites ça en douceur ?» Non, eh bien moi non plus. Christian Estrosi a lui aussi réagi. Monsieur Dupond-Moretti est devenu un récidiviste en matière de fake news. Premièrement, je n'ai pas pour habitude de m'asseoir à une table quand je n'y suis pas invité, encore moins lorsqu'il s'agit de celle d'Éric Dupond-Moretti, avec qui j'ai aucune envie de partager un repas. Ainsi va la vie politique. Merci Frédéric. Il nous reste 1 minute. On coupe la poire en deux, 30 secondes chacun. Faut en rire ou en pleurer de cela, Eric? Bah écoutez, c'est niçois. Je vois tout à fait où est ce resto. Ça s'appelle la Petite Maison. Oui. C'est juste à côté. C'est juste à côté de la mairie de Nice. Ouais. Déjeuner le midi. Dirigé par une femme à Poigne qui s'appelle Nicole, qui fait le tri. Qu'on salue, qui fait le tri sur les gens qu'elle veut voir ou pas dans son restaurant. Vous avez pas le droit de rentrer, c'est ça? Et c'est vrai que c'est l'endroit où tous les politiques ou les people de passage à Nice, je fais pas de pub, mais voilà, vont. Alors après, il y a une certaine promiscuité. Il y a une petite terrasse, puis il y a une salle à l'intérieur. Donc évidemment, quand ils sont aperçus, vu qu'ils sont chauffés déjà tous les deux, ça fait des étincelles, oui. Elisabeth, ça vous inspire quoi en quelques secondes? Oh bah, je me demande s'ils avaient mis leur casquette à l'envers. Et non, bah écoutez, moi je dois dire, j'ai plutôt rigolé en entendant le. J'adore. Maintenant, quand je vais m'énerver contre quelqu'un, je vais lui dire espèce d'intermittent du spectacle. Pas moi, Elisabeth. Ça a l'air d'être vraiment l'affront suprême. C'est sympa pour les intermittents. Non, je m'excuse. J'adresse, je veux dire, tous mes bons sentiments aux intermittents du spectacle, mais ça m'a fait rire. Ce qu'ont fait les deux hommes d'ailleurs.
hein, juste en précisant aussi, oui. en s'excusant par rapport à... Tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour ce grand reportage, Frédéric. Merci Éric Revel, un grand merci à vous aussi Elisabeth Lévy. Passez une belle journée, 8h57 dans un instant le retour de l'info avec Laurie Leclerc. On va revenir sur l'information du matin aussi. 5 nouveaux suspects interpellés dans l'affaire du vol du musée du Louvre et puis dans la foulée, la vérité en face, ce sera avec Jean-François Aquili, 0826 300 300 pour être à l'antenne et réagir à l'actualité avec Jean-François.